Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce 19h. Sous le thème La République du Rif et le droit de recouvrer l'indépendance s'est tenue aujourd'hui à Alger. Pour la première fois en dehors de l'Europe, la première session de la journée du Rif, organisée par le Parti national Rif, en présence de personnalités politiques notamment venues d'Afrique du Sud, du Mozambique et de la République arabe sahraoui démocratique. Les précisions dans un instant. Et l'agitation théâtrale comique d'une partie de la classe politique et intellectuelle française autour de l'affaire de l'arrestation de Boualem Sansal à Alger n'est pas près de s'arrêter. Jusqu'à quand et pourquoi? Ces donneurs de leçons, meneurs d'un courant haineux contre l'Algérie, ignorent les vrais problèmes, notamment internes, d'une manière comme une autre, de faire détourner l'attention de leur peuple, prisonnier d'une crise socio-économique sans précédent. Et puis au Maroc, le président de la Fédération marseillaise de football, Fawzi Larja, ainsi que beaucoup de ses acolytes poursuivis pour le trafic de drogue, sont les acteurs des manigances merzéniennes à l'encontre de l'éthique sportive, en ayant recours notamment au logiciel Pegasus pour espionner les responsables de la CAF. Et aux couleurs de l'Algérie et le temps d'un soir, l'emblématique ville italienne Naples s'est parée des couleurs de l'emblème national pour célébrer l'histoire et la culture algérienne ainsi que les relations fraternelles et amicales entre l'Algérie et l'Italie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention. Je le disais en titre, c'est tenu aujourd'hui à Alger. Sous le thème La République du Rif et le droit de recouvrer l'indépendance, la première session de la journée du Rif organisée par le Parti national rifin, en présence de personnalités politiques notamment venues d'Afrique du Sud, du Mozambique, de la République arabe sahraoui démocratique, ainsi que des représentants de partis politiques algériens et de parlementaires. Et la session de la journée du Rif se tient pour la première fois en dehors de l'Europe, en Algérie, terre des révolutionnaires, a précisé le membre du Parti national rifin dans son allocution devant les participants. Enisset Belkacem. Énième preuve de solidarité avec la République du Rif. Cette fois, ce sont des représentants de l'Afrique du Sud, du Mozambique, du Sahara occidental et de l'Algérie qui ont exprimé soutien indéfectible au peuple rifin, un peuple oppressé depuis des décennies par le Marzen. I am very excited to be in Algiers. Je suis heureux d'être à Alger, qui est un symbole de la résistance où Nelson Mandela a reçu sa formation. Nous exhortons le Maroc à organiser un référendum pour le peuple rifin et nous espérons que l'Union africaine soutiendra cette initiative. Partido solidário, portanto a diplomatie. Je vous remercie pour l'opportunité de prendre la parole lors de cet événement qui se déroule ici en Algérie. Nous sommes ici aujourd'hui pour exprimer notre solidarité envers les réfugiés et leur lutte pour le rétablissement de l'indépendance et de l'autodétermination en tant que nation. Notre mission est de promouvoir l'unité de tous les Africains, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Afrique. Autrefois république indépendante sous Mohamed Ben Abdelkrim El-Khattabi de 1921 à 1926, le Rif aspire à conquérir l'autonomie que l'histoire lui a arrachée. Nous n'avons jamais fait partie de cette entité du Maroc. Nous cherchons à restaurer la République du Rif que nos ancêtres ont établie en 1921. On nous a pris nos terres, on nous a pris notre liberté et on nous a pris nos droits. Il est temps maintenant de redonner gloire au Rif et d'expulser l'occupation marocaine qui a semé la corruption dans notre pays. Ce combat va au-delà des frontières du Maroc. Aujourd'hui, il bénéficie du soutien de nations africaines et incarne la lutte universelle pour la justice et la dignité. Le Rif mène une lutte pour l'autodétermination. Son message est clair, la liberté est un droit inaliénable. Et puis l'agitation théâtrale comique d'une partie de la classe politique et intellectuelle française, donneuse de leçons, n'est pas prête de s'arrêter. S'agissant de l'affaire de l'arrestation de Boualem Sansal à Alger, une preuve supplémentaire de l'existence d'un courant haineux contre l'Algérie ou un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté algérienne, faisant fi du grand dossier du malaise socio-politique qui secoue leur pays. Un pays où la démocratie est à géométrie variable. Enisset Belkacem de nouveau.
L'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Tout le bottin anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Éric Zemmour, Mohamed Sifawi, Marine Le Pen, Xavier Deriancourt, Valérie Pécresse, Jacques Lang, Nicolas Dupont-Aignan et évidemment Tahar Benjedloun, son ami marocain qui récupère d'une sciatique à force de baisement à Mohamed VI. Tous montent au créneau pour ce révisionniste qui s'est pris les pieds dans le tapis. Quand on a un homme qui tire à boulet rouge sur l'Algérie, et il faut le rappeler, le fait avec qui? Avec un média d'extrême droite, un homme qui est copain avec toute la racaille d'extrême droite. J'utilise le terme de racaille à dessein parce que ce sont des gens dangereux et nocifs, des revanchards de l'Algérie française. Eh bien, quand cet homme se compromet avec ce genre de personnage et que l'État français considère qu'il y a un problème de liberté d'expression, j'allais dire simplement, c'est que la liberté d'expression est encadrée. D'abord, il y a un cadre légal. Lorsqu'on insulte, lorsqu'on apporte atteinte à la sécurité de l'État, ou l'intégrité de l'État en l'occurrence, lorsque l'on va dans des termes racistes ou des termes dénigrants, tout cela tombe sous le coup de la loi française, évidemment, et de la loi algérienne a fortiori. Cet homme est donc présenté comme intellectuel, c'est un bien grand mot pour ce qu'il est, mais surtout cet homme est un agitateur d'idées, un propagandiste qui a pris pied, fait et cause pour les thèses de l'extrême droite. Il faut dire que ce lobby haineux a eu une mauvaise semaine. D'abord, un de leurs protégés, Kamel Daoud, a été pris la main dans le sac, exploitant les douleurs d'une victime du terrorisme en Algérie. Ensuite, leur ami génocidaire Netanyahou s'est vu délivrer un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale. Et enfin, notre écrivain de Gallimard, Sansal, se voit arrêté en plein délire révisionniste. Au passage, le même Sansal avait été accusé par l'écrivain Wassini Larraj de lui avoir volé son titre et la trame du roman 2084, La fin du monde. Comme quoi, dans la confrérie du plagiat et du détournement littéraire, la France de l'édition a bien choisi ses poulains algériens. Le gouvernement français doit exiger sa libération immédiate, lancera le naturalisé par décret Éric Zemmour en faveur de son ami Boualem Sansal. La France, qui s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger, n'a toujours pas déclaré au monde si elle a la souveraineté nécessaire de pouvoir arrêter Benjamin Netanyahou si jamais il se pointerait à l'aéroport Charles de Gaulle, puisque Paris parle de droits de l'homme. Se conformer au droit international dans le cas de Netanyahou serait déjà un bon début. La France n'est pas à une contradiction près, qui parle de crimes contre l'humanité en Algérie concernant la colonisation française, qui admet la reconnaissance historique d'assassinats d'État. Dans le cas de Ali Boumendjel, Maurice Audin ou de l'Arbi Ben Mehdi pousse la contribution jusqu'à envoyer son ambassadeur avec une gerbe de fleurs sur la tombe de nos martyrs, prend la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie. La France, qui légifère à tour de bras sur les lois mémorielles, surtout quand il s'agit de révisionnisme anti-juif, ne devrait-elle pas plutôt condamner Sansal pour sa tentative de nier l'existence même de la nation algérienne? Ça serait un bon sujet d'étude et de négociation pour Benjamin Stora. En définitive, à chaque poussée de fièvre anti-algérienne, Paris charge Alger de tous les maux, alors que l'Algérie agit toujours selon le principe de cohérence. Accuser l'Algérie d'empêcher la liberté d'expression, alors que les Français détiennent toujours Pavel Durov, le fondateur de la messagerie Telegram, plateforme mondiale de l'expression, est la confirmation de cette sinistre comédie dont seul Sansal est le pantin utile. Et nous nous intéressons dans ce 19h à une autre image d'une malversation du Merzen, celle dont est l'auteur Fawzi El-Rajah, le président de la Fédération merzenienne de football, ainsi que beaucoup de ses acolytes, notamment les politiques et les présidents de clubs locaux, dont Nasser, les présidents du WAC, poursuivis pour trafic de drogue. Plus de détails avec Fatih Abada. Décidément, il n'y a aucun secteur qui n'a pas été gangréné par le hashish, l'argent sale au pays de Mohamed VI. Même le sport, qui devrait plutôt être synonyme de propreté, de santé et de loyauté. Mais là où le kiff traite, il laisse toujours des traces nauséabondes. Plusieurs scandales éclaboussent sans cesse les hauts responsables du sport au Merzen. À leur tête, l'argentier de Mohamed VI, L'Arja Fawzi, qui porte depuis déjà 2 ans 2 casquettes, celle de président de la Fédération royale de football pour se servir et celle de ministre délégué au budget du Merzen pour servir son maître. Toute l'histoire a commencé il y a une année, lorsqu'un baron malien de la drogue qui vivait du trafic de kiff traité entre le Maroc et le Mali, arrêté, a avoué avoir remis la somme de 3,5 millions de dollars au Wydad Baydawi, plus précisément à son président Saïd Nasseri, en plus d'autres sommes à différentes occasions. Ceci, en plus de la somme de 20 millions de dollars qu'a remis Fawzi El-Rajah à la CAF et qui avait soulevé un véritable tollé dans le milieu du sport, autant continental que mondial. Ce qui a obligé les officiels du Merzen à chercher des explications tout aussi farfelues les unes que les autres. Mais question à un dirham,
Pourquoi cette somme n'est-elle pas apparue sur les comptes et les bilans de la Fédération royale de football? Les déclarations de nombreux responsables sportifs continentaux, les recoupements réalisés par des observateurs avertis, des enquêtes faites par diverses institutions spécialisées, notamment mondiales, font ressortir que tout cet argent sent le hache à plein nez. En effet, suite aux aveux du baron malien arrêté, il apparaît clairement que Nassiri recevait une quote-part. Pourquoi? Du baron malien. Et cet argent, des sommes faramineuses étaient remises toutes ou en partie à Fawzi Lakja, qui les utilisait d'une part pour gonfler la fortune de son maître et de l'autre pour soudoyer les responsables de la CAF et asseoir son hégémonie sur l'institution continentale au détriment du peuple, qui plonge chaque jour un peu plus dans la misère. Le clou dans le cercueil est finalement planté par la journaliste Dounia Filali, qui a dévoilé des informations alarmantes sur l'endettement croissant du royaume du Maroc, attribué à la politique du roi Mohamed VI et de Fawzi Lakja, son ministre délégué au budget. Dans une vidéo sur sa chaîne, la journaliste et féroce opposante au régime du Merzen affirme que le roi a profité du séisme dans la région d'El Harouz pour solliciter d'importants prêts des organisations gouvernementales et des pays européens, sous prétexte de reconstruire la région dévastée. Elle a révélé que des sommes colossales ont été transférées aux sociétés de Mohamed VI au nom du peuple marocain. Par exemple, l'Allemagne aurait accordé un prêt de 100 millions de dollars pour la reconstruction des zones sinistrées. Cependant, Filali souligne que ces fonds censés aider les familles touchées ne sont jamais parvenus à leur destination. Elle estime que plus de 57 familles auraient dû bénéficier d'au moins 21 millions de centimes chacune, ce qui n'a jamais été le cas. Ainsi, il apparaît clairement que la collusion entre la drogue, l'argent sale et la Fédération marocaine de football est prouvée et tourne autour de la corruption sans laquelle ni Lakja ni d'autres hautes personnalités n'auraient pu arriver où elles croient être arrivées, avec la complicité du roi et de ses sujets. Mais tout cela sont mauvais. Et le jour est venu, avec tous les scandales révélés et les affaires en justice qui les attendent, pour que ces piteux personnages payent pour leur acte. Et puis autre facette des manigances merzeniennes à l'encontre de l'éthique sportive, en ayant recours aux logiciels de piratage tels que Pegasus pour espionner les responsables de la CAF, nous dit Fatih Bendali. Le football africain, théâtre de passion et d'espoir, a été secoué par une affaire digne d'un roman d'espionnage. Au cœur du scandale, Pegasus, un logiciel aussi puissant que redouté. Imaginez maintenant un outil capable de franchir les défenses les plus sécurisées de votre smartphone. Pegasus, développé par une société sioniste, peut accéder à vos appels, vos messages, vos photos, vos applications et même activer votre caméra ou votre micro. Le tout à votre insu. Utilisé pour infiltrer les secrets les plus intimes, derrière ce rideau opaque, un nom revient avec insistance. Fawzi Lakja, ministre marocain et stratège du football national, soupçonné d'avoir manipulé les hautes instances africaines pour servir les intérêts du Maroc. Ce logiciel a rapidement trouvé d'autres usages bien moins nobles. Dans le contexte du football africain, Pegasus devient une arme redoutable. En surveillant les membres influents du comité exécutif de la Confédération africaine de football, il offre à ses utilisateurs un avantage stratégique inégalé. Réunions confidentielles, plans secrets ou même détails personnels embarrassants, tout devient accessible pour qui contrôle l'outil. C'est dans ce cadre que Fawzi Lakja apparaît comme un acteur central de cette affaire. Ministre délégué au budget du Maroc et figure incontournable du football du Merzen, il aurait orchestré l'utilisation de Pegasus pour espionner les dirigeants clés de la CAF. Son but, recueillir des informations compromettantes et manipuler les décisions de l'organisation en faveur du Maroc. Sous sa direction, le Maroc s'est imposé comme une puissance incontournable du football africain. Les succès sur le terrain et dans les coulisses sont indéniables. Mais à quel prix ? Simon Lilonga, journaliste camerounais, se pose la question. C'est d'abord dommage que nous sommes à ce niveau de gestion de la Confédération et on n'imagine pas que notre téléphone pouvait être écouté. Surtout avec l'arrivée des élections, nous sommes à la veille des élections. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Écoutez,
regardez même, il y a certains membres ou bien certains travailleurs de la Confédération, surtout au secrétariat général, qui disaient qu'ils sont malmenés, ils ont des problèmes mentaux. Des témoignages évoquent des pressions exercées sur des membres influents de la CAF, après que leurs communications privées ont été compromises. Ces révélations montrent une face bien sombre de l'ascension de Fouzi Larja. Pegasus, outil de surveillance ultime, aurait permis donc à Larja et à ses alliés de contrôler les votes et de dicter des décisions allant parfois à l'encontre des règlements établis. Les conséquences de ces manœuvres se font déjà sentir. Des décisions contestées, des rivalités exaspérées entre fédérations et un climat de suspicion généralisé plongeant le football africain dans une crise de confiance. Ce scandale est une blessure ouverte pour le sport roi sur le continent. La CAF, déjà accusée de manque de transparence, se retrouve désormais au centre d'une tempête qui pourrait bien redéfinir ses fondements. Les appels à une enquête indépendante se multiplient, tandis que les supporters et les fédérations réclament des réponses. Ce que nous on attendait, c'est qu'après toutes ces confidences, après toutes ces plaintes des travailleurs de la Confédération africaine de football, on devait d'abord suspendre le secrétaire général avant de procéder avec les enquêtes. Mais on a fait les enquêtes, on n'a pas les réponses ou bien les résultats jusqu'à aujourd'hui. Le secrétaire général est resté en place et c'est parti, c'est mort, on n'entend plus rien. Et vous croyez que c'est normal? C'est pas du tout normal. Voilà alors notre Confédération africaine de football d'aujourd'hui. On décide avec le secrétaire général, le président et le président Legja. Parce que déjà aujourd'hui, il est le président bis, le président de la Confédération africaine de football bis. C'est lui qui décide de tout. Et chaque fois qu'il y a un petit problème, on amène ça au Maroc. Le championnat d'Afrique au Maroc, la Coupe d'Afrique au Maroc, le championnat des clubs au Maroc. Presque tout, c'est au Maroc. Pourquoi? Mais pourquoi? Plus qu'un simple scandale, cette affaire est le symbole d'une lutte plus vaste pour l'intégrité du football africain. La question n'est plus seulement de savoir si le Maroc a utilisé Pegasus pour manipuler la CAF, mais de comprendre comment un tel système a pu se mettre en place. Et vous pourrez suivre sur Canal Algérie en direct plus tôt, sur Canal Algérie à partir de 21h, l'émission Sport en question présentée par Riyad Belkhedim qui traite avec ses invités le thème l'utilisation de l'argent de la drogue dans le foot africain par le président de la Fédération merzenienne de football, Fouzi Larja. Le Sport en question, c'est à partir de 21h sur Canal Algérie. Et puis la répression marocaine dans les territoires occupés atteint des niveaux alarmant entre confiscation des terres, destruction systématique et déplacement forcé. Les autorités coloniales poursuivent une stratégie visant à effacer l'identité sahraoui et ancrer l'occupation au mépris des droits fondamentaux. Yamina Saïdji. La lutte sahraoui ne connaît ni frontières ni répit, mobilisant toutes les franges de la société et se déployant sur tous les fronts pour résister à l'occupant marocain. Un occupant sans scrupules qui poursuit le pillage systématique des terres et des biens immobiliers sahraouis, dépouillant des familles entières de leurs maisons et de leurs terres. Ces territoires sont ensuite attribués à des colons marocains, voire même à des sionistes dans un processus méthodique. Chaque jour, la répression et les déplacements forcés sont utilisés comme des outils pour ancrer davantage l'occupation. مرة عاطي للشركة، مرة عاطي للمسؤولين، مرة عاطي للسراح، مرة عاطي كل ساعة عاطي مشروع فوق أرضي. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه ملكي. Selon les révélations du Centre sahraoui pour les études stratégiques, les autorités de l'occupation marocaine continuent d'encourager les civils, les militaires et les forces de sécurité à s'installer avec leurs familles dans les territoires occupés. Les chiffres témoignent de l'ampleur du désastre. Des villages entiers sont effacés de la carte au profit d'un projet colonial visant à effacer l'identité de la région. وعلى أرضنا وعلى مسايننا كاملة واضحة ما ندوروا شي عند حد ولا قطشين ندوروا شي عند حد. التراب في الدشرة ممنوعة منها، البلانات في الدشرة ما نجبروهم، المسايل في الدشرة ما نجبروهم، قريلات عندنا وارضنا اللي ساكنين فيها برا
Le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme a condamné ces actions de vandalisme et d'intimidation, soulignant qu'ils s'inscrivent dans une stratégie répressive systématique. Les démolitions exécutées par les forces d'occupation visent à terroriser la population sahraoui déjà sous pression constante. Ces opérations ne sont pas seulement des atteintes aux biens des Sahraouis, mais aussi des violations flagrantes des droits humains, visant à expulser les Sahraouis de leurs terres. Et puis retour chez nous, la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse a lancé le portail électronique et le guichet unique du marché financier national en vue d'améliorer l'environnement du marché financier national. Ce lancement a été fait lors de la deuxième conférence annuelle du marché financier algérien, tenue aujourd'hui au Centre international des conférences à Alger, sous le patronage du ministre des Finances, Aziz Faïd. Cet outil digital s'inscrit dans le cadre de la démarche de l'État portant sur la transition numérique, permettra également aux investisseurs d'accéder à toutes les données et informations liées à l'activité des marchés financiers grâce à une coopération future avec la société de gestion de la Bourse des valeurs, SGBV. Cette rencontre a vu aussi la mise en place officielle du guichet unique du marché financier regroupant tous les acteurs clés du marché sous une seule et même entité. Et suite à la décision du président de la République d'attribuer un quota supplémentaire de 2000 livrets Hajj octroyés aux personnes âgées de 70 ans et plus, inscrits plus de 10 fois au tirage au sort ordinaire, sans toutefois avoir été sélectionné. C'est tenu aujourd'hui le second tirage au sort du Hajj, qui s'est déroulé aujourd'hui, je le disais, en présence des intéressés et le représentant. Il est à noter que le tirage au sort était réservé exclusivement aux citoyens remplissant les conditions d'âge et le nombre d'inscriptions précédentes, à l'exclusion de toute autre personne ne remplissant pas ces deux conditions. Et la direction générale de la communication à la présidence de la République a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille du journaliste en retraite et ancien rédacteur en chef au quotidien public Al-Jumhuriya Mohamed Smaïn. En cette douloureuse épreuve, la direction générale de la communication présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt et à l'ensemble de la corporation médiatique. Prions Allah Tout-Puissant de l'entourer de sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Et décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans, le moudjahid et officier de l'ALN, M. Saada, a été inhumé cet après-midi dans son village natal, à Azazza, dans la ville de Tizi Ouzou, en présence de sa famille, la famille révolutionnaire et des représentants des autorités militaires et civiles, aux côtés d'un nombre important de citoyens. Natif de Azazga, le regretté a mené, après l'indépendance, un parcours très important en occupant des postes très importants. Rappelons que suite à cette nouvelle, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aider Biga, avait présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et également à la famille révolutionnaire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans le reste de l'actualité, des formations, ou plutôt des journées de formation dans la prise en charge du cancer de la prostate est organisée par la Société algérienne de cancérologie. Se sont tenues à Sétif et organisées à Sétif pour actualiser des connaissances des jeunes médecins dans différentes spécialités pour une prise en charge efficace de cette pathologie. Reportage signé Ismaël Beraidia. Le cancer de la prostate, dont la sensibilisation s'étale tout au long du mois de novembre, était au centre d'une journée de formation à Sétif. 6 journées dédiées au cancer, aux actualités, diagnostic et thérapeutique du cancer de la prostate, qui est une pathologie qui devient de plus en plus fréquente. Et nous réunissons des experts de renom qui sont venus, qui sont nationaux ou internationaux, qui ont intervenu soit par visioconférence ou bien en présentiel. La présence d'éminents spécialistes dans différents domaines est en faveur d'une prise en charge multidisciplinaire.
On a maintenant une bonne expérience, pas dire une grande expérience, mais une bonne expérience, puisqu'on a plus de 400 malades qui ont été traités. Donc on peut apporter notre expérience. Et on est venu ici pour expliquer un petit peu à tous nos jeunes collègues, je suis quand même le plus ancien, j'ai expliqué un petit peu à tous nos jeunes ce qu'est la curithérapie, comment elle se pratique et l'intérêt et le bénéfice pour le malade de cette technique. Et ça permet également, dans le cadre de la formation continue, d'apporter la nouveauté, des nouvelles techniques, ainsi que les meilleures méthodes de dépistage. Je pense que c'est un programme national qui se fait sur plusieurs sessions et je trouve que c'est très bonne chose pour les jeunes et pour le futur. Donc, il y a beaucoup de nouveautés ces dernières années, donc avec l'amélioration des qualités d'image, l'apport de la nouvelle technologie et l'amélioration des machines de traitement, donc radiothérapie. Donc le but de ces journées, c'est surtout pour les radiothérapeutes jeunes et les nouveaux physiciens aussi. Le cancer de la prostate, il est bien pris en charge. C'est pour cette raison qu'on a réuni soit des anatomopathologistes, des nucléaristes, des radiologues, des oncologues, des oncoradiothérapeutes. On les a réunis pour la prise en charge de cette pathologie. De jeunes médecins ont bénéficié de ce partage des connaissances pour une meilleure prise en charge thérapeutique. Les thérapeutiques ont beaucoup changé ces dernières années avec l'acquisition de nouvelles technologies, de nouvelles armes thérapeutiques et des thérapeutiques qui sont innovantes. On a vu l'actualité, tout ce qui est nouveauté par rapport aux différents stades de la maladie et surtout on a eu bénéficié de l'expérience de plusieurs experts nationaux ou internationaux, ce qui va nous permettre de mieux prendre en charge nos patients et mieux accommoder les traitements dans l'avenir. Novembre bleu tire à sa fin, mais la lutte contre le cancer continue. Et puis sport football, et pour le compte de la 10e journée du championnat national de Ligue 1, l'entente de Sétif s'est imposée sur le terrain de l'Olympique Herbourg par 1-0. Le match opposant la Souchlef au NC Magra s'est achevé donc sur le score de 2 buts partout. Match nul également entre l'Espérance de Mostagalem et la JS Saoura avec 1 but partout. Et aux couleurs de l'Algérie, et le temps d'un soir, l'emblématique ville italienne Naples séparée des couleurs de l'emblème national pour célébrer l'histoire et la culture algérienne en présence d'une belle palette de convives composée notamment d'historiens et d'hommes et femmes de culture et de lettres, en réponse à l'invitation du consul général d'Algérie à Naples. Cet événement s'est tenu également autour des relations fraternelles et amicales profondes entre l'Algérie et l'Italie. Regardez ce compte rendu signé à Bléauchette depuis Naples. La Piazza del Plebiscito, cœur monumental de Naples, est l'une des places les plus emblématiques d'Italie. Elle fut le théâtre de moments historiques majeurs, des cérémonies royales des Bourbons à la proclamation de l'unification italienne en 1860. Ce soir-là, fait unique, c'est sous le regard attentif des illustres personnalités venues de toute la Sicile, l'âme vibrante de Naples séparée des couleurs éclatantes de l'Algérie pour célébrer sa glorieuse guerre d'indépendance et au-delà. C'est important cette référence aux martyrs, aux personnes qui ont permis aussi bien aux citoyens italiens qu'algériens de conquérir la liberté dont nous jouissons tous aujourd'hui. Les points en commun avec votre pays sont très nombreux. Uno dei paesi più importanti di tutta la fascia del Nord Africa. L'Algérie est l'un des pays les plus importants de toute la région d'Afrique du Nord et du Maghreb. C'est sûrement le plus important, le plus développé, le plus tranquille. Un pays qui travaille, des gens sérieux, honnêtes, un pays de premier ordre. Un paese che lavora, gente seria, gente onesta, un paese di primo ordine. È un grande paese. C'est un grand pays, un pays ami, un pays qui, avec l'Italie, partage les mêmes problèmes et les mêmes opportunités, celles offertes par la mer Méditerranéenne. Avec l'Algérie, il existe une tradition d'amitié solide et d'échanges importants que nous espérons pouvoir renforcer au fil des années. Des personnalités politiques, mais aussi des magistrats, des intellectuels et des membres de la société civile, convives du consul général à Naples, italiens et algéro-italiens, ont également célébré cette solide amitié entre les deux pays.
Une fête organisée ici en Italie, une fête qui démontre encore une fois les relations de coopération entre l'État italien et l'État algérien, ainsi que les liens qui unissent désormais ces deux pays, notamment en ce qui concerne les aspects historiques de l'Italie et de l'Algérie. Les Algériens et les Italiens ont toujours entretenu une forte amitié. Il suffit de penser à Enrico Mattei, un Italien qui était un ami fraternel de l'Algérie et qui a combattu pour son indépendance et sa liberté. Pour cette professeure d'université sahraoui, cette célébration est une promesse de liberté pour chaque pays colonisé. الجزائرية ليست لكل الثورات. هذا يعني يعترف به الجميع وكل المؤرخين. هو شعور مليء بالأماني والتمني على أن حتى نحن في يوم من الأيام نقدر نقوم باحتفالات لتخليد لاستقلال بلادنا واحتفالات يوم اندلاع الكفاح المسلح في الصاغة الحمراء وادي الذهب وتكونوا أنتم الجزائريين ضيوفنا في المناسبة. Pour cet historien italien, la révolution algérienne est un moment clé dans l'histoire des nations modernes. On a tendance à considérer dans l'histoire des années 60 l'importance de mai 68 à Paris ou des événements de Berkeley aux États-Unis. Mais je crois que dans 50 ans, et peut-être même maintenant, les historiens et les historiennes changeront de perspective et mettront au centre de cette période la décolonisation et notamment la révolution algérienne. La guerre de libération et ses héros qui inspirent encore aujourd'hui, comme Feu Merloufi, légende de football et combattant pour la liberté, héros du roman signé Raffaello Trito. C'est justement grâce à lui qu'une partie de l'histoire algérienne a pris forme. C'est un homme qui a changé l'histoire et qui a choisi le football et la non-violence pour parvenir à la libération. La liberté et la fraternité algéro-italienne ainsi qu'une belle coopération dans le respect de l'identité de chacun, c'est également le message adressé par le consul général à Naples à ses convives en ce jour de fête nationale. Avant de se quitter, rappel que vous avez rendez-vous avec l'émission Le Sport en question avec Riyad Belkhedim qui traitera ce soir à 21h le thème l'utilisation de l'argent, de la drogue, de la drogue dans le foot africain par le président de la Fédération merzanienne de football, Fawzi Larja. Et à 23h, rendez-vous avec Sabrine Tifergendnit et l'édition anglophone. C'était là le 19h préparé par Adel Bouhames, Nessalin Ben Saïdi, Chalabia Benchir et réalisé par Youssef Hatem. Bonsoir sur Canal Algérie, à très vite.